Assalamualaikum Luxembourg maa ngi leen di ziare Diaspora Politique à travers l'émission Mova ñu ñëw di déplacé wu ñëw fii ba Luxembourg muy seet si li ñuy wax Cheikh Diba moom moo représenté parti politique Pastef donc tey ñu waxtaan ak léegi Cheikh Diba waxtaan ci Pastef avenir u Pastef ak instance yi nga xam ne ñoom nekk fii ci Pastef ñu ci kanam Moussa ci kanam incha allah avec Cheikh Diba merci beaucoup. Asalaamaaleykum chers auditeurs maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen ziar mu nekk cadre ci parti politique bu ñuy wax Pastef donc Cheikh Diba ñu ngi lay nuyu. Merci. Bonjour Ousseynou. Merci beaucoup Ousseynou. Maa ngi lay delloo nuyoo bi. Et je profite de l'occasion pour remercier et dire bonjour aux auditeurs de Diaspora Pulse. Maa ngi leen di ñaanal jàmm ci Korité bu ñu jógee ni. Merci. Je pense que ku nekk soxla na nga am jàmm yàlla na leen yàlla jàppale. Amiin amiin. ku nekk ak fi nga nekk ak li ngay def. Amiin. Yàlla jàppale la. may la wérgu yaram. Amiin. may la sutura. Amiin. fi nga nekk. Voilà surtout ñun ñi nga xamante ne ci diaspora bi la ñu nekk. soxla nañu yàlla jàppale ñu am wérgu yaram. mën a liggéey tous les jours. Tout à fait. xam nga jàpp ci dara daal. Tout à fait. Voilà donc maa ngi nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp baal naa ñëpp donc voilà merci Ousseynou. Merci monsieur Diba. Maintenant avant ñu commencer ci waxtaan bi ñu dugg ci thème bi mu nekk thème boo xam ne nii thème bu am solo la thème boobu dinañ ci waxtaan ak monsieur Diba mu gën ñu ko leeral ñëpp jàng ci donc thème bi mooy le tandem Diomaye Sonko est-il un nouveau modèle de gouvernance en Afrique. Donc avant ñu commencer ci waxtaan bi nañ bàyyi monsieur Diba mu présenter boppam wax ñu un peu son parcours. Monsieur Diba wax ñu. Voilà merci Ousseynou. Encore une fois merci aux auditeurs de Diaspora Pulse. Et merci surtout Ousseynou de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer à travers Diaspora Pulse. Avec plaisir. Ceci est très important pour nous au niveau de la diaspora parce que vous savez, on n'a pas toujours l'occasion de nous exprimer. Nous n'avons pas toujours l'occasion de dire ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons offrir, quelle est notre part de prise de responsabilité par rapport à notre pays. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi, cette émission, de pouvoir vraiment m'exprimer. Donc encore une fois, merci à Diaspora Pulse. Je suis donc Chérif Diba, membre de Moncap Diaspora. Donc je suis particulièrement dans la sous-commission Diaspora numérique. Je pense que ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans le Moncap en particulier, me connaissent parce que beaucoup certainement ont dû lire mes écrits. Je suis ingénieur en informatique de formation, spécialisé en cybersécurité. Donc je suis présentement le vulnerability manager de ma société et ça fait maintenant près de 30 ans que je suis dans le secteur. Donc voilà ce que je peux dire en termes de carrière professionnelle. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup sur tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est SOC. Pour ceux qui connaissent la sécurité, ils savent ce que c'est que tout ce qui est SOC, tout ce qui est cyber sécurité, etc.
Voilà, globalement, c'est un résumé, c'est un condensé qui est très succinct, mais voilà ce que je peux dire par rapport à ma carrière professionnelle. Très bien. C'est à saluer, un beau parcours, machallah. Merci. Maintenant, on va vous poser la première question de l'émission. L'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye marque-t-elle selon vous une rupture historique dans la gouvernance du Sénégal? Voilà, merci Ouseydou, encore une fois, de me donner l'occasion de parler de mon pays, le Sénégal. Ce pays que je pense nous aimons beaucoup au niveau de la diaspora. Ce pays pour lequel je pense que la diaspora fait énormément de choses. Et nous avons connu une rupture effectivement portée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et cette rupture, elle est une rupture très très importante parce que c'est une rupture qui a son origine populaire. C'est une rupture populaire. Donc l'élection aujourd'hui de Pastef à la tête de l'État du Sénégal marque une étape très importante parce que pour une fois, nous avons une rupture qui a son origine populaire. Et c'est en cela que, effectivement, nous avons une rupture historique qui marque la fin d'un cycle politique. Parce que nous étions dans un ancien système politique qui, aujourd'hui, par l'avènement de Pastef, l'arrivée au pouvoir de Pastef, et particulièrement par les actes que pose Ousmane Sonko tous les jours, cela marque effectivement une rupture pour nous. Mais est-ce que la rupture, la justice et tout ça, rupture yooyu yëpp yu fi amoon et tout ça, est-ce que loolu ba léegi am na liggéey bi ngeen ci def boo xam ne nii population bi sentir na qu'il y a rupture? C'est vrai que si nous devons aujourd'hui, au bout de 2 mois, de 2 ans, où on va dire, on va rentrer dans peut-être la 3e année de gouvernance, il est difficile de quantifier aujourd'hui le travail de rupture qui a été fait. Et c'est en cela que le PASTEF a besoin de gérer les changements politiques, de gérer la rupture politique. Il y a un temps politique qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, ce qui est quantifiable est très difficile à mesurer. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau des actes que pose tous les jours le président Ousmane Sonko, nous nous rendons compte que nous nous acheminons vers une indépendance véritable, vers une vraie souveraineté. Mais il y a un temps politique. Et cette souveraineté, elle ne peut pas se voir comme ça du jour au lendemain. Il y a un temps. Et ce temps, c'est là où il va y avoir une difficulté avec la population, parce que la population a besoin de quelque chose de tangible aujourd'hui. Sauf que le temps politique, ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des actes que nous posons aujourd'hui au niveau de Pastef, et les résultats, nous les verrons demain. C'est-à-dire, est-ce que demain, c'est-à-dire, parce que déjà, ils ont fait 2 ans de règne, qu'il y ait des résultats voilà, qui peuvent quand même améliorer leur vie quotidienne? Oui, tout à fait. Le Sénégalais, comme beaucoup de gens, ce qui importe pour un Sénégalais lambda, c'est, comme on le dit, hein, c'est le vécu quotidien, c'est le panier de la ménagère. C'est de ça que le Sénégalais a besoin pour dire qu'il y a des changements. Or, en termes de changements, nous avons, on va caricaturer, mais nous avons 2 niveaux. Il y a le niveau quotidien, de vécu des Sénégalais, et il y a le niveau macroéconomique. On ne va pas rentrer dans le niveau macroéconomique, parce que ça, c'est une autre question. Mais nous allons, je pense, nous concentrer sur le vécu du Sénégal. À partir du moment où, et je pense que vous le savez, il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre a décidé de baisser un certain nombre de produits, notamment les produits de première nécessité, entre autres les produits comme aussi l'électricité, etc.
Ça, ce sont des résultats tangibles. Aujourd'hui, le sac de riz a une baisse considérable. Et c'est ça qui intéresse. Mais ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un pas. Ça n'est qu'un début. Voilà. Bon, beaucoup parlent d'une révolution citoyenne portée par la jeunesse. Partagez-vous cette analyse? Tout à fait. Parce que nous avons une jeunesse au Sénégal, aujourd'hui, qui est consciente. Et c'est justement ça qui explique la rupture que nous avons. Nous avons une jeunesse consciente, qui porte un combat, qui a transformé sa propre frustration en quelque chose de structuré pour arriver à une rupture. Et c'est ça qui est important. Effectivement, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est consciente, qui n'est pas une jeunesse qui subit, mais qui est aujourd'hui le porte-étendard de cette révolution, parce qu'elle est consciente et parce qu'elle sait qu'en structurant sa démarche, on va arriver à quelque chose. Et je pense que le président Ousmane Sonko, c'est ça qu'il a compris et c'est ça qu'il est en train de porter. Et aujourd'hui, quelles sont les 3 priorités politiques et économiques du gouvernement du Sénégal? Les priorités politiques du gouvernement, les priorités économiques. D'abord, il y a une première priorité au Sénégal. Elle s'appelle la justice. Les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Il faut qu'on ait une société équitable. La deuxième chose... Ils n'aiment pas la justice ou bien ils n'ont pas confiance à la justice? Non, les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Ils n'aiment pas l'injustice. Ce n'est pas une question d'avoir confiance à la justice ou pas. Le Sénégalais regarde les actes que pose la justice tous les jours. Et c'est ça qu'il juge. Il le juge, mais en n'ayant peut-être pas les outils juridiques pour comprendre la lecture, pour avoir une bonne lecture des jugements qui sont rendus par la justice. Mais, comme je dis, la priorité pour les Sénégalais, c'est la justice. La deuxième priorité pour les Sénégalais aujourd'hui, c'est la reddition des comptes, la transparence. Le Sénégalais, il peut accepter beaucoup de choses. Mais à partir du moment où tu es transparent, il sait ce que tu as fait, comment tu l'as fait, le Sénégalais n'a pas de problème. Ensuite, maintenant, il y a autre chose qui est très important pour le Sénégal aujourd'hui, en dehors de la transparence, en dehors de la justice, c'est la souveraineté économique. Une souveraineté intelligente, pas une souveraineté qui isole le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les actes que pose le Premier ministre Ousmane Sonko vont dans le sens de la souveraineté. À partir du moment où on a la souveraineté, à partir du moment où il y a une justice, il y a une équité sociale, etc. Et à partir du moment où il y a également, on va dire, l'emploi pour les jeunes. Parce qu'une société qui est équitable et tout ça, ça crée des conditions de l'emploi de la jeunesse. Et c'est ça les priorités aujourd'hui. C'est ça qui devrait être les priorités et qui sont les priorités du gouvernement du Sénégal. De Pastef. D'accord. Comment le nouveau pouvoir compte rompre avec les pratiques politiques anciennes? Pour rompre avec les... c'est pas que le gouvernement compte. Le gouvernement est en train de mettre en place des conditions pour rompre avec l'ancien système. Parce que nous étions dans un système où ce qui comptait, c'était des privilèges que les uns et les autres ont. Vous avez accès à quelque chose parce que vous avez le privilège de connaître X ou Y. Et c'est ça que le gouvernement veut arrêter. C'est-à-dire que nous pourrons espérer que dans un avenir proche, nous serons dans une société équitable où mon enfant n'aura pas besoin de connaître X ou Y pour avoir accès à tel ou tel service. Il y a également autre chose. Le gouvernement actuel travaille à la digitalisation de l'ensemble des services. Parce que vous savez, un des problèmes que nous avons, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, quand vous êtes dans un projet ou quand vous êtes dans un service, vous mettez
une semaine, 2 semaines, voire 1 mois pour faire quelque chose qui peut se régler en 2 heures. Parce que pourquoi? Il n'y a pas une synchronisation des documents, il n'y a pas une digitalisation des documents, ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps en faisant des choses manuellement. D'où l'intérêt pour le Sénégal aujourd'hui d'avoir une digitalisation. Donc cette digitalisation permet de rompre avec l'ancien système, la reddition des comptes, le fait de devoir, c'est-à-dire que vous êtes ministre. Vous n'êtes pas, être ministre, c'est pas une fin en soi. C'est un début d'un challenge. C'est-à-dire que à la fin de votre mission, vous devrez être capable de dire, voilà, on m'a donné le ministère, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai comme résultat, et de manière transparente. Oui, mais ça fait 2 ans. Vous avez, en fait, il y avait des ministres, en fait, des personnes qui ont été accusées de détournement. Mais jusqu'ici, ça fait 2 ans, on n'a pas quand même épinglé quelqu'un qui dit, voilà, il a détourné tant d'argent. Par exemple, le cas de... Il y a les ministres qui ont été arrêtés, voilà, et puis ressortis à la prison. Depuis 2 ans, on attend qu'on nous donne des preuves comme quoi qu'il a fait, il y avait des détournements, voilà. Vous savez, Ousseynou, ça fait un peu plus de 50 ans, je crois, que nous avons eu l'indépendance. Arriver au pouvoir au bout de 2 ans, mettre à nu tout un système qui a duré pendant 50 ans, ce n'est pas donné. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Donc ça explique pourquoi, aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir expliquer et prendre les mesures. Et je crois que le PASTEF est encore dans cette phase de compréhension. Malgré tout, parce que tout ce que l'on dit, tel ministre est épinglé, tel ministre est, etc., même s'il y a les rapports de l'IGE, même s'il y a les rapports qui soupçonnent des malversations, mais ne font pas preuve juridique pour dire que telle personne, il faut la mettre en prison. Il faut que la justice fasse le travail. Et c'est là où il y a un problème. Parce que, peut-être... Est-ce que vous ne devez pas, quand même, faire des enquêtes pour être sûr qu'il y a un détournement avant d'emprisonner Mais c'est de ça que je parle. Parce que à partir du moment où il y a les documents qui attestent qu'il y a malversation, ou entre guillemets, qu'il y a soupçon de malversation, c'est le terme qu'il faut, il y a soupçon de malversation, à partir de ce moment-là, si les autorités compétentes jugent nécessaire de confier le dossier à la justice, à partir de ce moment-là, la justice commence son travail d'enquête. Et au bout de l'enquête, ce n'est qu'au bout de l'enquête que la justice rendra des décisions pour dire on va l'entendre, on ne va pas l'entendre, on va... Il y a une décision qui sera prise. On ne va pas l'emprisonner pendant quelques mois et puis voilà, pour lui dire, ok, maintenant vous êtes même s'il y a... Non, même s'il y a des soupçons, les soupçons ne sont pas une preuve pour emprisonner quelqu'un. Non, on ne peut pas emprisonner quelqu'un parce que le rapport de l'IGE a dit que les conditions dans lesquelles les choses ont été faites ne semblent pas correctes. Ok, c'est une chose. Maintenant, la justice fera son travail pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut décider de la prison ou de laisser les individus. Donc, nous, en tant que citoyens, à partir du moment où... C'est là où il y a le vrai problème. À partir du moment où il y a un rapport qui épingle quelqu'un, nous, citoyens, nous ne savons pas dans quelle mesure, dans quel sens la personne a été épinglée. Nous pensons que cette personne doit aller en prison. Mais non. Non. Maintenant, ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'il semble que la justice ne se presse pas pour faire ce que les Sénégalais veulent qu'elle fasse. C'est là où il y a un problème. Tout à fait. La justice traîne le pas. Pourquoi ? Je n'en sais pas. Point d'interrogation. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la diaspora. Selon vous, comment la diaspora peut-elle participer concrètement au développement du Sénégal ? La diaspora, pour moi, est un acteur fondamental.
dans le développement de nos pays de l'Afrique. Un pays de l'Afrique qui sait collaborer, travailler avec sa diaspora est un pays qui va avancer très vite. Pourquoi ? Parce que d'abord, intellectuellement, la diaspora est capable d'apporter la plus-value dont ont besoin les États pour avancer. Deuxièmement, la diaspora est capable d'apporter des investissements. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, la diaspora, c'est le pont entre nos États et le reste du monde en termes de partenariat. Donc si vous prenez les trois leviers, la diaspora est fondamentale. Il y a quelques années en arrière, justement, j'avais personnellement réfléchi à ça. Et j'avais, à l'image de ce qui se fait au Mali, j'avais imaginé un projet pour la diaspora sénégalaise. Je l'avais appelé le Haut Conseil de la diaspora. Et quand j'ai fait tout ce projet, un jour, à l'époque c'était Wade qui était président, et un jour le consul Léopold qui était à Paris m'a appelé parce que Wade voulait utiliser le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Sauf que moi je l'avais déjà mis en place. Il m'avait demandé si je pouvais céder cela. Je dis, si ça peut servir à la cause du Sénégal, c'est justement pour ça que je l'ai fait. Parce que j'avais imaginé la diaspora dans une structure qui permet d'élaborer des projets, qui permet de réfléchir et de proposer quelque chose au pays. Malheureusement, on en a fait un projet politique et on connaît la suite. Les commissaires ont été nommés et ça n'a été nulle part. Quand Léopold m'en avait parlé, je dis, je ne veux même pas être commissaire parce que je sais que ce que moi je veux faire du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, c'est pas ce que les politiques veulent en faire. Donc c'est bon. Maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore que hier, il y a quelques années en arrière, la diaspora n'était peut-être pas aussi en vue qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans le cadre du projet PASTEF, c'est la diaspora qui porte ce projet. Le seul souci qu'il y a, il n'y a aujourd'hui aucune structure, il n'y a aucun canevas officiel qui permet à la diaspora de travailler de manière transparente, de manière efficace avec les États du Sénégal. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas être... On est une diaspora plurielle. Nous ne pouvons pas être efficaces avec l'État s'il n'y a pas quelque chose d'officiel, un canal dans lequel la diaspora peut proposer de manière efficace, de manière intelligente des projets. C'est le seul souci qu'il y a. Ok, revenons aujourd'hui sur le tandem Diomaye et M. Sonko. Est-ce que actuellement, d'après les rumeurs, ils se sont dispersés, chacun prend sa propre route. Est-ce que ça, c'est vrai? Donc il y a d'autres aussi qui disent que voilà, M. Diomaye a trahi M. Sonko. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, en politique, les gens, ils peuvent tous les jours vous sortir des choses dont on ne sait pas le fondement. La seule chose que moi je sais, et la seule chose sur laquelle moi je me base, c'est que nous avons PASTEF, avec un leader qui s'appelle Ousmane Sonko. Ce leader, il a déjà tracé la voie de PASTEF. Et ce leader, à ma connaissance, tous les jours, parle du projet PASTEF. PASTEF, ce n'est pas une histoire d'individu, c'est un projet. Et le projet aujourd'hui, il est incarné par Ousmane Sonko. Et maintenant qu'il y ait d'autres leaders ou d'autres responsables de PASTEF
et qui parle indépendamment du leader, moi ça m'intéresse très peu. Moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est ce que dit le leader Ousmane Sonko. Et je pense que jusqu'à ce jour, Ousmane Sonko n'a pas encore dévié de ce chemin. C'est la seule chose qui m'intéresse. Monsieur Dubas, j'ai remarqué, vous ne citez pas le nom de monsieur le président Diomaye Faye. Mais nous sommes dans le cadre d'un parti qui s'appelle PASTEF. Le leader de PASTEF, celui que tout le monde connaît, celui qui incarne le projet, celui qui gère le projet, celui qui rend compte de la base par rapport aux engagements de PASTEF, il s'appelle Ousmane Sonko. Pourquoi voulez-vous que je parle de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas deux leaders au PASTEF, il y a un leader, il s'appelle Ousmane Sonko. Mais le projet de PASTEF, ce qui a conduit, selon certaines personnes, ce qui a conduit le président Diomaye Faye à la tête de l'État. Il y a un passeur du projet, c'est différent. Parce que, souvenez-vous, en 2024, avant les élections, Macky avait pris toutes les dispositions pour éliminer Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. C'était ça le problème. Et donc, dans ces conditions, PASTEF avait besoin d'un passeur. Le passeur, il peut être X ou Y. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui... Parce que PASTEF avait besoin de participer à ces élections-là. PASTEF avait besoin d'être là pour que quelqu'un puisse être le passeur afin qu'on termine avec l'ère Macky Sall. Ça, c'est ce qui est fait. Et c'est pour ça qu'on a désigné un candidat. Vous pouvez désigner n'importe qui. On en a désigné un. Il est le passeur du projet. Pour moi, ça s'arrête là. Donc, M. Diomaye Faye, le président, M. Diomaye Faye, actuellement, la politique qu'il mène, donc, ce n'est pas la politique que Pasteur avait vendue les Sénégalais. Nous avons un Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Oui, mais il y a le président. Qui est le chef du gouvernement. Le chef suprême. Tout à fait, tout à fait. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a un chef du gouvernement qui a des orientations et qui est en même temps le chef du parti PASTEF. Donc, nous allons probablement vers des échéances en 2029. Nous verrons ce que vont décider les militants de PASTEF. Maintenant, le travail du passeur qui était de faire en sorte que PASTEF soit là et prenne les rênes du pouvoir, il a été fait. Le reste, maintenant, peut-être PASTEF va s'asseoir autour d'une table pour voir comment maintenant on va... vous savez, c'est comme une transition. On avait besoin d'une transition et on a désigné quelqu'un pour prendre cette transition. Cette transition, elle est en cours. Mais si je vous comprends bien, c'est comme si aujourd'hui vous ne reconnaissez pas le président Diomaye Faye. Non, je n'ai pas à reconnaître ou à reconnaître qui que ce soit. Je répète, nous sommes dans le cadre de PASTEF. C'est PASTEF qui est au pouvoir, on est bien d'accord. C'est PASTEF qui est au pouvoir. Et le leader de PASTEF, qui est connu et qui incarne le projet PASTEF, c'est Ousmane Sonko. Comme je l'ai dit, il a fallu trouver un passeur pour que PASTEF soit encore en vie. Donc ce passeur-là, il a fait son job. C'est tout pour moi. C'est comme... Peut-être que ma lecture est erronée, mais c'est ma lecture des choses. Vous savez, moi, quand j'écoute Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, quand j'écoute Ousmane parler du projet, il ne parle pas des individus. Il l'a lui-même dit, sa propre personne importe peu. Ce qui importe, c'est le projet. Maintenant, compte tenu des comportements des uns et des autres, les gens sont amenés à commenter. Chacun commente comme il le ressent ou en fonction des éléments dont il dispose. Moi, je ne dispose à mon niveau d'aucun élément, à part ce que l'on voit à la télé, à part ce que l'on a vu, comme
ce qui s'est passé récemment avec la coalition. On a entendu des discours, tout le monde les a entendus. Très bien. Sauf que c'est comme si Cherif Djiba aujourd'hui organisait une conférence où il va prendre des décisions et dire que c'est des décisions qui concernent Pastef. Ça n'a aucun sens. Cherif, il est quoi dans Pastef? Qui prend les décisions dans Pastef? Qui incarne Pastef? Qui est la référence dans Pastef? C'est ça les vraies questions. Revenons à parler des citoyens. Quelle stratégie le pouvoir actuel compte-t-il adopter pour renforcer la souveraineté économique du Sénégal? Je pense que je l'ai évoqué à un moment ou à un autre. D'abord, il faut que l'État, il faut que le gouvernement du Sénégal pense, et c'est justement ce que dit Ousmane Sonko, il faut que nous transformions nous-mêmes nos propres produits. C'est une question fondamentale. Si on veut être souverain, d'abord il y a beaucoup de choses qui doivent localement être faites et non dépendre des autres. Oui, mais comment renforcer la confiance entre l'État et les citoyens? Pour renforcer cette confiance, il faut, comme on dit, la transparence. Il faut la reddition des comptes. Et c'est là où on a un problème. Parce que la transparence et la reddition des comptes vont de pair. C'est ce que j'ai dit tantôt. Nous ne savons pas, personnellement je ne sais pas pourquoi la justice traîne les pas. Mais la population a besoin de cette reddition des comptes. La population a besoin de cette transparence. Et la population a besoin de cette justice pour que, enfin, qu'il y ait cette confiance entre le peuple et l'État. Oui, je vous comprends parfaitement, mais la population actuellement a besoin de manger. Le matin, il a besoin de prendre son petit déjeuner, à midi, il a besoin de manger. Mais si, quand même, il y a des difficultés d'avoir des revenus pour pouvoir se nourrir, il y a un problème. S'il veut se soigner, il y a un problème. Et pendant ce temps-là, voilà, d'accord, donc il y a le projet, comme vous dites, de clarifier la gestion, mais en attendant que les Sénégalais, quand même, peuvent se nourrir convenablement et se soigner convenablement. Est-ce qu'il y a une politique que vous devez mettre en place en urgence pour pouvoir régler ce problème-là? Oui, l'État, comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà des mesures qui sont prises pour alléger le quotidien des Sénégalais. Ça, c'est des mesures concrètes. Le fait de diminuer le prix de l'huile, de diminuer le prix du riz, du gaz, du pétrole, de l'essence, etc. Tout ça, ça contribue à alléger la population. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que nous venons de très loin. Nous étions dans un gouffre abyssal. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un temps pour régler tout ça. Et je pense très sincèrement que ce sont des choses qui ne peuvent pas se régler le temps d'un mandat. Ça peut se régler peut-être en mi-parcours du deuxième mandat. Là, nous posons les jalons pour pouvoir sortir le pays du gouffre dans lequel il est. Et à côté de ça, vous le savez plus que moi, aujourd'hui, tout concourt, tout est fait pour nous maintenir dans un état de subordination. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Maintenant, je pense que comme la jeunesse sénégalaise est très consciente de ça, je pense que le peuple sénégalais va avoir cette conscience. Le peuple sénégalais sait que c'est pas en 2 ans ou en 3 ans qu'on va régler tous les problèmes qu'on a vécus depuis 50 ans. Non, il le sait. Maintenant, l'État va faire le nécessaire pour que petit à petit les choses se résolvent. Mais il y a un autre élément très important. Je pense qu'aujourd'hui, il revient à la diaspora
prendre ses responsabilités et de pousser. Parce que la diaspora peut apporter ce plus-là. Parce que la diaspora est capable d'apporter tous ces éléments qui nous manquent pour pouvoir réellement commencer à respirer au Sénégal. Mais ça ne peut pas se faire dans une situation où il n'y a aucun canevas officialisé et officiel. D'accord, M. Diba, on est presque à la fin de l'émission. Aujourd'hui, quelles sont les représentations du parti de PASTEF à l'étranger, comme celle de Luxembourg, joue-t-elle dans cette dynamique? Comme je l'ai dit tantôt, la diaspora aujourd'hui, c'est le pont entre chez nous et le reste du monde. À Luxembourg, nous avons un PASTEF qui est très bien organisé, autour duquel nous avons des gens qui prennent leur temps, qui prennent leur argent, qui prennent toute leur disponibilité pour travailler et pour rendre le parti visible. Nous avons un noyau de gens très déterminés. On avait le secrétaire général Massayer Kanouté qui a demandé à quitter la coordination parce que pour des raisons personnelles. Mais il y a encore des gens comme Ino, comme Abou, comme Diallo, j'en passe, parce que si je dois tous les citer, mais ce sont des gens qui sont très déterminés, qui travaillent au jour le jour pour faire rendre le parti visible. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est eux, les ambassadeurs de PASTEF dans le monde. C'est eux qui doivent être le porte-étendard pour la visibilité de PASTEF dans le cadre de la souveraineté que nous voulons mettre en place. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à PASTEF. Et c'est valable dans le Benelux, on va dire, de manière globale. En Belgique, on a aussi PASTEF qui fait la même chose. Donc voilà, le seul souci que la diaspora peut avoir par rapport à ça, c'est que véritablement, il n'y a pas un canevas officiel, comme je l'ai dit. Mais vous remarquerez que PASTEF est un des rares partis qui est aussi bien organisé, aussi bien structuré dans la diaspora que tous les autres partis. Il n'y en a pas un seul parti qui soit aussi bien organisé et aussi bien structuré que le PASTEF dans la diaspora. Très bien. Et quel est votre dernier mot, M. Diba? Voilà, je profite de l'occasion encore une fois pour remercier tous les auditeurs, qui suivent Diaspora Pulse. Ce que je veux dire en dernier ressort, c'est que la diaspora, je m'adresse particulièrement à la diaspora est un acteur incontournable pour le développement du Sénégal. Elle est un acteur incontournable, elle n'est pas à la périphérie du Sénégal. Si l'État du Sénégal considère la diaspora comme une périphérie, ce serait une grosse erreur. C'est la diaspora qui est au cœur. Et là, elle doit être au centre. Parce que la diaspora, elle est capable aujourd'hui d'opérer le transfert de compétences dont on a besoin chez nous pour aller de l'avant. La diaspora, comme je l'ai dit, elle est capable aujourd'hui intellectuellement d'élaborer et de mettre en place de grands projets et de faire tout le suivi. La diaspora, elle est aujourd'hui capable d'organiser une dynamique de coopération pour aider le Sénégal à sortir de son état de sous-développement. Donc, globalement, j'en appelle encore une fois à la diaspora pour que ensemble, nous puissions tirer sur les leviers nécessaires
pour faire du Sénégal un pays exemple en Afrique. Merci, M. Ziba. Donc voilà, les chers téléspectateurs, on est à la fin de l'émission. Donc moi, au nom de Diaspora Pulse, avec toute l'équipe, nous vous remercions. Je vous rappelle qu'on était avec M. Cheikh Diba, le cadre du parti PASTEF. Donc nous vous remercions infiniment et nous vous donnons rendez-vous prochaine fois. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, M. Diba. Merci. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.